La Louisiane, traversée par le Mississippi, ne ressemble à aucune autre. Ici, tout est lié à l'eau et la nature y est magnifique, certes, mais instable, ce qui rend la région particulièrement vulnérable aux ouragans. Certaines zones, notamment autour de la Nouvelle-Orléans, sont sous le niveau de la mer et les inondations font partie de l'histoire. Même les cimetières sont souvent hors sol, ce qui est peu commun aux États-Unis, parce que la terre est trop humide pour y enterrer les morts. Et l'histoire humaine y est tout aussi complexe. La Louisiane a d'abord été française, puis espagnole, puis de nouveau française avant d'être vendue aux États-Unis par Napoléon en 1803. Résultat, un territoire profondément mélangé où se sont formées deux grandes identités culturelles, les créoles et les cajuns. Le terme créole désigne des personnes nées dans la colonie sans distinction de couleur de peau par opposition aux Européens nés en Europe. Les créoles sont souvent urbains, francophones, catholiques et très présents à la Nouvelle-Orléans. Les Cajuns, eux, descendent des Acadiens, expulsés du Canada par les Britanniques lors du Grand Dérangement à partir de 1755. Installés dans les zones rurales et les marais, ils développent une culture propre, tournée vers la pêche, l'agriculture et la vie communautaire. À ces deux héritages et à celui des natifs américains se mélangent les influences africaines, caribéennes, et c'est ce métissage qui va conditionner toute l'histoire culturelle de la Louisiane. Mais derrière les paysages fascinants, il y a une réalité sombre sur laquelle la région s'est construite, celle des plantations et de l'esclavage. À partir du XVIIIe siècle, des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés à l'Afrique de l'Ouest, transportés de force par bateau, puis vendus comme main-d'œuvre gratuite destinée aux plantations de coton et de canne à sucre. Et ces lieux racontent aujourd'hui deux histoires différentes. D'un côté, celle des propriétaires. Les grandes maisons coloniales et les allées bordées d'arbres montrent un sud élégant, presque romantique. Et c'est cette image qu'on retrouve dans le cinéma, notamment dans le film Entretien avec un vampire, tourné en partie dans une vraie plantation au Calais. Une vision esthétique, nostalgique, mais centrée sur les dominants. À la Laura Plantation, on raconte l'histoire de plusieurs générations de femmes créoles qui ont dirigé ces domaines. Des femmes prises dans un système violent qu'elles ont tout autant subi que contribué à faire fonctionner. Et puis il y a l'autre côté, celle des personnes opprimées. À la Whitney Plantation, le regard change complètement. Ici, on parle des esclaves, de leur nom, de leur vie et de leur mort en leur redonnant une identité et en leur rendant hommage. Dans le film 12 Years a Slave, on suit l'histoire d'un homme noir né libre dans l'État de New York qui, attiré par une fausse promesse d'emploi, est enlevé puis vendu dans les plantations. Pendant des années, il cherche de l'aide, écrit des lettres en secret, prend des risques et finit par réussir à être libéré grâce à l'aide d'un charpentier canadien abolitionniste après 12 ans de captivité. C'est une histoire vraie, mais son cas reste exceptionnel. La plupart des esclaves n'ont jamais retrouvé leur liberté. L'esclavage a fini par être aboli aux États-Unis en 1865 après la guerre de sécession et l'adoption du 13e amendement, mais dans le Sud, les inégalités raciales et économiques perdurent. Cette période de transition, instable et tendue, continue d'inspirer la fiction et on retrouve d'ailleurs ce climat lourd et ces institutions marquées par la ségrégation et l'injustice dans le film La Ligne verte, tiré du roman éponyme de Stephen King. Côté jeux vidéo, dans Red Dead Redemption 2, la région devient Les Moines et Saint-Denis nous rappelle la Nouvelle-Orléans du 19e siècle, une ville moderne qui marque la fin du Far West et le début d'un autre monde. Et maintenant, petit conseil aux gamers, si un homme louche vous invite dans les marais, déclinez. Blague à part, ce que montre le jeu, comme beaucoup de fiction, c'est aussi l'importance des marges. Des espaces loin des villes, loin du pouvoir, des lieux où l'histoire laisse place aux légendes, et en Louisiane, ces lieux ont un nom, les bayous. Un bayou, c'est un bras d'eau lent issu du Mississippi. L'eau y stagne, la végétation est dense et les habitations sont souvent isolées. Ces territoires, longtemps restés à l'écart, ont nourri un imaginaire particulier, marqué par la solitude, la précarité et le repli sur soi. La série True Detective saison 1, dont l'enquête se déroule entre marais, zones industrielles abandonnées et petites communautés fermées, illustre ce sud rural marginalisé, marqué par la religion, la pauvreté et l'absence de perspective. Dans un registre plus fantastique, la série True Blood transforme le bayou en territoire de créatures démystifiées et de conflits entre communautés. Et vous l'aurez remarqué, la Louisiane est souvent associée aux vampires et ce n'est pas un hasard. Entre héritage européen et culture catholique, les caveaux hors sol, l'histoire violente et la culture nocturne, pas étonnant que la ville se prête naturellement au récit d'être entre deux mondes.
Mais derrière le surnaturel, on retrouve des thèmes très concrets. La peur de l'autre, les rapports de pouvoir, les tensions sociales et les croyances diverses. C'est entre histoire et mythe qu'une spiritualité particulière s'est développée, le vaudou. C'est une pratique religieuse issue des traditions d'Afrique de l'Ouest, développée en Louisiane pendant la période esclavagiste. Le vaudou sert alors à préserver une identité, à créer du lien et à résister culturellement. À la Nouvelle-Orléans, il est notamment incarné par Marie Laveau, figure historique du XIXe siècle, à la fois guérisseuse, chef spirituelle et femme influente. On la retrouve d'ailleurs dans la série American Horror Story Coven, où son personnage est revisité à travers une rivalité entre vaudou et sorcières sur fond d'héritage colonial et racial. La ville y devient un territoire hanté par son passé. Mais contrairement aux clichés, le vaudou n'est pas centré sur la magie noire, il repose sur des rituels, des prières, des plantes médicinales et une relation aux ancêtres. Il a longtemps été marginalisé, surveillé, parfois réprimé, avant d'être récupéré comme élément folklorique, notamment à des fins touristiques. C'est le côté sombre du vaudou qu'on retrouve dans le film d'Alan Parker Angel Heart, où l'on suit un détective incarné par Mickey Rourke face à un Robert De Niro aussi énigmatique qu'inquiétant. Plus l'enquête progresse, et plus la frontière entre réalité et surnaturel s'efface. La ville devient un labyrinthe de peur et de zones grises dans une atmosphère moite et suffocante. Mais il n'y a pas que les œuvres sombres qui ont mis la Louisiane en lumière, car c'est aussi ici que Disney a choisi d'installer l'histoire de son premier film avec une héroïne afro-américaine, La Princesse et la Grenouille. Lucioles, musique, parade et vaudou adouci, la région y apparaît comme un territoire magique ancré dans une ville réelle et non dans un royaume fictif. De cette histoire, de ses croyances et de ses résistances est née une culture musicale dont le berceau est la ville de la Nouvelle-Orléans, le jazz. Dans les années 1900, des musiciens issus des communautés noires et créoles mélangent fanfare, blues, chants religieux, rythme africain et répertoire classique européen. Bercé dans les saloons et les quartiers populaires de la ville, notamment à Storyville, connu pour ses maisons closes et sa vie nocturne, cette musique à la réputation sulfureuse accompagne les bals, les parades et les rassemblements. Et même lorsqu'il conquiert les cabarets de Chicago et de New York, lors de la migration des musiciens vers le nord, le jazz reste lié à ces lieux et à ces figures peu respectables aux yeux de la société dominante. Il faudra attendre le succès de ces premiers grands artistes pour qu'ils gagnent une véritable reconnaissance, et l'un de ces musiciens, c'est Louis Armstrong. Né en 1901 dans un quartier pauvre de la ville, il apprend la trompette dans un centre pour mineurs, puis dans les brass bands avant de jouer dans des clubs. Au fil du temps, il devient l'une des figures majeures du jazz. Son timbre de voix, son jeu virtuose et son charisme sur scène forgent sa renommée internationale. Il popularise aussi le scat, un style vocal fondé sur l'improvisation. Avec lui, le jazz quitte les rues de la Nouvelle-Orléans pour devenir une musique mondiale. La culture de Nola, un des diminutifs de la ville, se retrouve jusque dans ses transports. La ville possède l'un des plus anciens réseaux de tramways encore en service, notamment la ligne Saint-Charles en activité depuis le XIXe siècle. Ces wagons verts en bois traversent les quartiers historiques et font partie du paysage. Il existait d'ailleurs à l'époque une ligne appelée Desire qui desservait le quartier du même nom, et c'est bien elle qui donne son nom à la pièce de Tennessee Williams, un tramway nommé Désir, adapté au cinéma par Elia Kazan. Le film, qui révéla un certain Marlon Brando, alors peu connu au moment de la pièce, introduit au cinéma une expression beaucoup plus directe du désir, des tensions intimes et des rapports de domination, jusque-là rarement montrés à l'écran, et popularise le jeu issu de l'acteur studio. Autre incontournable, le Mardi Gras. Hérité des fêtes européennes, puis transformé par les communautés locales, il repose sur des défilés organisés par des groupes appelés crews qui préparent leurs chars, leurs costumes et leurs parcours. Pendant les parades, on lance à la foule des colliers de perles devenus un symbole de la fête. Le quartier français et les grandes avenues deviennent alors le centre des célébrations, et ce n'est pas qu'un événement touristique, c'est un rituel collectif. Mais en 2005, cette ville si vivante est frappée par l'ouragan Katrina. Les digues fédérales cèdent, des quartiers entiers sont inondés et des milliers d'habitants sont déplacés. Beaucoup ne reviendront jamais. Cette période est racontée dans la série Trémé qui suit des musiciens, membres du même groupe, tentant de reconstruire leur vie après cette catastrophe. Elle montre une ville fragilisée, mais portée par sa culture. À la Nouvelle-Orléans, la musique, la fête et la mémoire deviennent des formes de résistance, et en Louisiane, rien n'est décoratif.
Tout vient d'une histoire difficile, transformée en identité, et c'est pour ça qu'elle ne ressemble à aucune autre.